Tout le monde devrait investir dans des machines à composer, des entreprises qui continuent à augmenter leur valeur intrinsèque. Valeur, année après année après année. Ce que j'ai essayé de faire avec ma stratégie d'investissement, c'est d'accumuler un ensemble portefeuille de ce type d'entreprise. Ces entreprises ne sont pas seulement financières. Elles ne sont pas juste des entreprises technologiques. Entreprises, il existe des attributs cachés spécifiques qui les rendent uniques. Des entreprises comme Microsoft et Apple se démarquent des autres. Ce sont là des exemples d'entreprises qui se sont développées sur une longue période. On dirait que chaque année depuis la dernière décennie, ils atteignent de nouveaux sommets. En fait, l'action de Microsoft a juste aujourd'hui atteint un sommet historique. Certaines machines à composer sont beaucoup plus petites. Texas Roadhouse, par exemple, est si petit qu'il n'est même pas dans le S&P 500. Pourtant, cette entreprise a eu une croissance bien supérieure à la plupart des entreprises du monde. Marché. Chipotle est un autre exemple de ce type d'entreprise. Le type d'entreprise qui grandit et grandit et grandit et dont le prix monte de plus en plus chaque année. Ici, les investisseurs deviennent perplexes quant à ce qui provoque cela dans cette entreprise. Monter si vite. Et il y a quelque chose chez Costco qui fait que cette entreprise continue de croître et de s'étendre année après année pendant des décennies. Comme un mastodonte, elle a tellement d'élan qu'elle ne peut arrêter. Toutes ces entreprises ont quelque chose en commun. Ce sont ce que j'appelle des machines à capitaliser, un titre donné à un type spécifique d'entreprise. Les entreprises de la plus haute qualité au monde. Et comme je l'ai dit, mon objectif a été de rassembler ce type d'entreprise dans un seul portfolio. Et pour le faire du mieux possible. J'ai passé la semaine dernière à créer une présentation complète basée sur ma philosophie d'investissement. C'est maintenant une machine à calculer comment trouver et utiliser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, subscribez à mettre de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et comment bien les tenir. Cela décompose la valeur intrinsèque, les critères d'achat et de vente, ainsi que le tempérament de l'investisseur. Mon objectif est de créer une présentation de qualité et concise sur ma philosophie d'investissement. Et dans cet épisode, nous allons tout passer en revue. Parcourir cette présentation étape par étape en détail. Nous avons beaucoup à aborder dans cet épisode, alors allons-y et plongeons. J'investis depuis plusieurs années, et au cours de cette période, j'ai pu étudier beaucoup de grands investisseurs et apprendre des meilleurs. Ce sont des investisseurs qui contrôlent des centaines de millions de dollars. Dans certains cas, ils dirigent des fonds spéculatifs ou leurs propres entreprises. De toute façon, ils investissent leur argent et nous pouvons observer leur performance au fil du temps. Maintenant, parmi ces super investisseurs, beaucoup sont excellents, mais il y a une élite qui surpasse constamment le marché sur une longue période. Les investisseurs comme Warren Buffett, Charlie Munger, Fame, Terry Smith, Dev Kantesaria, Chuck. Ces investisseurs ne sont pas seulement bons, mais ils sont incroyablement bons, et ils ont une longue histoire de surperformance sur le marché de manière constante. En général, ce que j'ai fait, c'est déconstruire leur manière d'investir pour tenter d'améliorer et d'élever ma philosophie d'investissement, pour être plus comme les leurs. Alors, j'ai appris de ces investisseurs, amélioré ma stratégie d'investissement et les résultats ont été visibles. Sur mon Patreon, chaque mois, je publie une mise à jour mensuelle sur mon portefeuille. Il contient un résumé de ma stratégie, ma répartition totale et des commentaires sur le portefeuille mois par mois. J'ai aussi les performances de mon portefeuille, où j'ai comparé les rendements pondérés dans le temps de mon portefeuille à l'indice de référence, le S&P 500. 2022 a été une mauvaise année. Le marché boursier a chuté de 18,14%. Mon portfolio a diminué de 16,22%. Donc, ce n'est pas à l'abri d'une vente massive. Ça a quand même chuté comme le marché, mais un peu moins. Puis, en 2023, le retour sur investissement de mon portefeuille a été de 32%, par rapport aux 26% du S&P 500. Donc, non seulement ça tient bien dans une mauvaise année, mais ça performe aussi bien dans une bonne année. Maintenant, encore une fois, je n'attribue pas cette performance à moi-même. Le scénario a déjà été écrit avant nous. Écrit par des investisseurs comme Warren Buffett et Charlie Munger. Ils ont montré la voie à suivre pour investir, mais la véritable difficulté à investir comme eux réside dans la mise en œuvre précise, commentant leur stratégie. Beaucoup d'investisseurs disent qu'ils investissent comme Warren Buffett ou Charlie Munger, et ils font le contraire exact. Ils n'investissent presque nulle part à eux. Mon objectif avec ce portefeuille est d'investir aussi proche du meilleur que possible, d'avoir des standards extrêmement élevés pour le portefeuille. Pour la performance, pour chaque transaction que je fais et mes compétences de tempérament et de prise de décision. Et cette présentation que j'ai faite est censée être une sorte de guide de démarrage dans cette philosophie d'investissement. Alors allons-y. Page 1. Cette première diapositive sert d'introduction à ma philosophie d'investissement. On aperçu ici. Pour le dire simplement, je pense que le dépassement est le plus susceptible d'être réalisé en achetant, en tenant et en entretenant un portefeuille de machines à composer avec une approche disciplinée et à long terme. Jamais de spéculation, de jeu ou d'investissement par peur, FOMO ou hype. C'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de gens disent que je vais être comme Buffett. Je vais investir dans... Toutes ces grandes entreprises sont des machines à capitaliser qui ne cessent de croître. Je ne vais pas spéculer ou jouer. Et puis, un mois plus tard, ils regardent la dernière folie de spéculation fintech. Ils s'intéressent à la dernière tendance des véhicules électriques. Ils investissent dans des entreprises sans modèle commercial prouvé. Alors, ces règles de ne jamais spéculer, jouer ou investir par peur sont plus faciles à dire qu'à faire.
Ne jamais investir par FOMO, la peur de rater quelque chose n'est pas une mauvaise idée. Ne jamais investir par FOMO, la peur de manquer quelque chose n'est pas une mauvaise idée. Est incroyablement difficile à faire. Beaucoup d'investisseurs rencontrent ces tentations et ne peuvent pas résister. Ils se lancent dans des achats par peur de manquer quelque chose. Ils se lancent dans le jeu. Nous avons vu la quantité de battage médiatique qui se produit sur YouTube. Donc, une partie de cette philosophie d'investissement, ce qui est essentiel, c'est de maintenir cette discipline. J'ai défini les 3 différentes catégories que je considère comme les plus importantes dans la surperformance en investissement. 3 principaux objectifs sont de trouver des entreprises de très haute qualité dans la sélection des actions, de maintenir le bon tempérament et d'exercer une gestion de portefeuille prudente. Donc, il y a 3 catégories de base dans l'investissement. Pour la sélection de titres de Selling, c'est simplement trouver de bonnes entreprises dans lesquelles investir, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de gens aiment croire que leurs portefeuilles sont remplis de bonnes entreprises. Quand je regarde leur portefeuille, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils possèdent beaucoup d'entreprises moyennes et médiocres. Quand je regarde la sélection d'actions, je veux des monopoles. Maintenant, non pas des monopoles légaux, mais je veux des entreprises qui ont de fortes barrières à l'entrée. Je veux des entreprises avec un pouvoir de fixation des prix, un effet de levier opérationnel, organique, croissance, capitalisme. Allocation de capital légère et intelligente. Si vous trouvez une entreprise qui possède ces 6 attributs, cela, une entreprise de très haute qualité. Une fois que nous avons maîtrisé la sélection des actions, nous pouvons passer au tempérament. Même si vous sélectionnez de grandes entreprises, si vous n'avez pas le bon tempérament pour investir, vous aurez une performance médiocre. Avoir un tempérament signifie avoir de la discipline, être sans émotion, être patient, se concentrant sur le long terme. Ce sont les 4 catégories de tempérament essentiels. Chaque investisseur doit avoir ce tempérament. Il est important de trouver de bonnes entreprises. Mais savoir quand les acheter, quand les vendre, comment gérer leur allocation et leur pondération est également très important. Donc, j'ai une autre section ici intitulée Gestion de portefeuille, dimensionnement intelligent des positions. Critères bi-spécifiques, critères de cellules spécifiques et estimation de la valeur intrinsèque. Nous ne voulons pas être des investisseurs qui achètent ou vendent des entreprises au hasard. Nous voulons avoir un raisonnement, une structure et une réflexion derrière nos décisions d'achat et de vente. Nous voulons également avoir de bons indicateurs pour évaluer la valeur intrinsèque des entreprises, et si la valeur intrinsèque augmente ou diminue. Donc ces 3 catégories au total, je pense, couvrent tout ce qu'il faut pour être un grand investisseur et avoir vraiment de bonnes performances. Mais je pense qu'il est important de définir les termes et d'entrer plus en détail sur le fonctionnement de cette stratégie. L'un des termes que nous examinons ici est les machines de compoundage. Maintenant, les machines de compoundage, comme tout autre mot, sont juste une expression et peuvent avoir des significations différentes pour d'autres personnes. Donc, j'ai posé ma définition de ce que signifie cette expression. Machine, les attributs spécifiques qu'une entreprise doit avoir pour être une véritable machine à capitalisation. Les entreprises qui possèdent les attributs de droite ne sont pas des machines à capitaliser. Les entreprises qui possèdent les attributs à gauche sont des machines à capitaliser. Alors, passons en revue ces attributs un par un. Le premier attribut attractif que nous recherchons chez chaque entreprise, c'est le monopole. Et ceci est tellement important. Attribut que je place tout en haut des attributs, juste pour souligner son importance. Maintenant, lorsque vous regardez le mot monopole, il a une certaine négativité qui lui est associée. Y compris, mais je ne parle pas de monopole illégal. Je parle des entreprises qui ont déjà une grande part de marché dans une industrie très concentrée. Je veux chercher des entreprises qui sont déjà leaders sur leur marché. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Pensez à des entreprises comme Google, qui possèdent 92% de part de marché de la montée en puissance. Pensez à des entreprises comme Visa et Mastercard, qui ont une énorme part de marché dans ce duopole des paiements numériques. Pensez à des entreprises comme Intui, qui possèdent déjà plus de 80% du marché dans les impôts et la comptabilité des petites entreprises. Ce n'est pas par hasard que la plupart des entreprises dans mon pauvre portefeuille ont ces positions profondément dominantes et enracinées dans ces industries concentrées. C'était intentionnel. C'était l'une des premières choses que j'ai recherchées en achetant ces entreprises. Ces entreprises possèdent des réseaux de distribution bien établis, des marques, des bases d'installation et des bases d'abonnés. Des endroits. Netflix, par exemple, vient de dépasser 260 millions d'abonnés. Ils ont une échelle tellement massive et ils génèrent des revenus récurrents importants. Adobe réalise plus de 80% de ses revenus. Passés par des abonnements récurrents. Description, leur base d'installation et les relations avec les collèges et campus, et les forces de travail profondément enracinées dans plusieurs communautés. Pays. Maintenant, lorsque nous trouvons des entreprises qui possèdent déjà cette grande part de marché, qui sont déjà profondément ancrées avec leur marque, base d'installation, base d'abonnés, leur distribution et leur plateforme, alors nous avons un problème. Nous voulons aussi des entreprises qui ont de très hautes barrières à l'entrée. Plus il est difficile de rivaliser avec lui, mieux c'est. Mieux. Le deuxième attribut que je considère comme le plus important pour les machines à capitaliser est le pouvoir de tarification. Une histoire démontrée de hausse des prix au-dessus du taux d'inflation. Cela peut être difficile à trouver car beaucoup d'entreprises n'aiment pas dire qu'elles augmentent incroyablement vite les prix pour leurs clients.
Ce n'est pas une chose populaire à dire, donc il faut faire un peu de fouille, un peu de recherche. Regardez simplement leur produit principal. Regardez le prix de leurs produits principaux au fil du temps et comparez cela au taux d'inflation. Ces entreprises ont des antécédents d'augmentation des prix bien au-dessus du taux d'inflation. Que vous regardiez Mastercard ou Visa, que vous regardiez S&P Global ou Moody's. Peu importe si vous regardez Adobe ou Netflix. Toutes ces entreprises ont augmenté les prix bien au-delà du taux d'inflation, et ce, face à peu de résistance de la part de leurs clients. Maintenant, si une entreprise augmente ses prix, mais qu'elle perd beaucoup de clients et que la concurrence rogne sur sa part de marché, ce n'est pas un pouvoir de tarification. Le pouvoir de tarification est strictement la capacité d'augmenter les prix au-dessus du taux d'inflation sans perdre de clients face à la concurrence. Maintenant, les types d'entreprises qui ont beaucoup de pouvoir de tarification sont celles qui ont peu de concurrents. Moins il y a de concurrents, plus il est facile d'augmenter les prix. C'est pourquoi des entreprises comme Visa et Mastercard peuvent augmenter leurs prix chaque année. S'il y avait 1000 émetteurs de cartes de crédit différents, il serait beaucoup plus difficile pour eux d'augmenter les prix. Donc, peu de concurrents mènent à plus de pouvoir de fixation des prix, surtout s'ils voient un grand potentiel dans la valeur de leurs produits ou services. Si les gens aiment tellement leurs produits qu'ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour cela, cela leur donne la flexibilité d'augmenter les prix à l'avenir. Donc, après avoir trouvé des entreprises bien ancrées, qui présentent de fortes barrières à l'entrée, nous le ferons. Cherchez des entreprises qui ont le pouvoir de fixer leurs prix année après année. Maintenant, l'attribut suivant que nous recherchons après le pouvoir de tarification est l'effet de levier opérationnel dans le modèle d'affaires. Modèle. Le levier d'exploitation est un terme financier. Pour certaines personnes, cela peut sembler compliqué. C'est en réalité un concept incroyablement simple à comprendre. Cela signifie simplement que l'entreprise a des coûts fixes qui restent fixes dans le temps. Et ensuite des revenus variables. À mesure que leurs revenus augmentent, leurs marges deviennent de plus en plus élevées. Nous pouvons regarder quelques exemples. Prenons l'exemple de Mastercard. Mastercard est un excellent exemple d'entreprise qui a beaucoup de coûts fixes pour lancer l'activité initiale puis beaucoup de revenus variables et croissants, créant un effet de levier opérationnel dans l'entreprise. Et cela peut être observé en examinant les marges bénéficiaires au fil du temps. Regardez 1998, les marges bénéficiaires étaient de 2%. Dans l'ensemble, c'était très bas et très volatile pendant qu'ils augmentaient leur taille. Mais ensuite, ils ont atteint leur pleine capacité en 2007. L'effet de levier opérationnel se met en place. Les marges bénéficiaires grimpent. Jusqu'à 27%. Ensuite, que voyons-nous au fil du temps concernant les mécanismes de cette entreprise? Les coûts sont plus fixes que les revenus. Les revenus augmentent plus vite que les coûts, ce qui fait augmenter les marges bénéficiaires avec le temps. De Drinker de 36% à 45%, si je trace une ligne à travers cela, ça ressemble à ça. Des marges bénéficiaires croissantes sur des décennies. Il s'agit d'une entreprise où chaque dollar supplémentaire qu'il gagne, les marges bénéficiaires augmentent un peu plus. Mastercard est un exemple flagrant de levier opérationnel. Une autre entreprise qui possède un effet de levier opérationnel est Netflix. C'est une entreprise où ils ont une quantité énorme de coûts fixes. Créer leur contenu chaque année coûte environ 16 à 17 milliards de dollars. Ils doivent payer cela chaque année s'ils veulent créer de nouveaux contenus. Donc, ils ont ce gros coût fixe chaque année. Mais leurs revenus sont variables et leurs coûts ne s'adaptent pas parfaitement à leurs revenus. Nous pouvons regarder leur marge opérationnelle en 2016. Elle était de 4%. En 2023, c'était 20,6%. Leurs marges bénéficiaires augmentent également avec le temps. Année après année, nous observons cette belle tendance à l'augmentation de leurs marges bénéficiaires et l'augmentation de leurs marges opérationnelles. Cela arrive le plus souvent lorsqu'une entreprise a des opérations. L'un des avantages de l'effet de levier opérationnel est que les analystes ont le plus de mal à rendre cette mesure précise. Cela signifie que si vous trouvez une entreprise qui a un levier opérationnel, il y a des chances que les analystes n'aient pas correctement pris cela en compte. Entreprise. Ce qui signifie généralement qu'il est plus difficile pour elle de fixer les prix de ses actions précisément et qu'il y a plus de potentiel de hausse. Avec le levier d'exploitation, je veux également des entreprises qui peuvent se développer sur une longue période. L'effet de levier opérationnel n'a pas d'importance si le marché total adressable est très petit. Donc, nous recherchons des entreprises qui ont une longue piste d'un grand marché adressable total à conquérir. Ceci est très important. J'ai donné l'exemple de Mastercard et Visa comme entreprises ayant un effet de levier opérationnel. Eh bien, Mastercard et Visa bénéficient également d'avoir une échelle mondiale. Tout le monde, partout, peut bénéficier des paiements numériques. Si vous êtes en Inde, en Europe, en Asie de l'Est, au Japon, vous pourriez bénéficier de Visa Mastercard. Pensez au potentiel d'échelle mondiale de Netflix. Cette entreprise propose du divertissement. Qui dans le monde n'aime pas le divertissement? Ainsi, la piste de croissance de Netflix, leur marché total adressable, est absolument énorme. Énorme. C'est pratiquement la planète Terre, à part les zones très régulées comme la Chine et la Russie. Maintenant, après l'effet de levier opérationnel, les machines à compounder ont ce qu'on appelle organique croissance.
La croissance organique est différente de la simple croissance, car beaucoup d'entreprises essaient de grandir en achetant d'autres entreprises. Ils paient cher pour leur, il y a la croissance. Vous pouvez remarquer dans mon portefeuille que je n'ai pas de société pharmaceutique. Pourquoi j'ai pas de société pharmaceutique? Eh bien, pour une chose, ils se développent de manière inorganique. Ils ne se développent pas en créant de nouveaux médicaments et outils et services pour leurs clients. Ils achètent de la croissance. Encore et encore. C'est ainsi que fonctionne toute l'industrie, par acquisition. Les entreprises que je possède se développent principalement en augmentant les prix et en gagnant plus de clients. Dans le cas de Texas Roadhouse et Chipotle, ils se développent en augmentant les prix et en ouvrant plus de lieux pour obtenir plus. Le trafic. La plupart des machines de Compound Edge sont également peu coûteuses en capital. Nous avons une forte préférence pour les entreprises ayant peu de coûts fixes. Les coûts. Ils ont peu de R&D et de dépenses en capital par rapport à leurs revenus. Plus ils sont légers en capital, mieux c'est. Et enfin, un point que je crois sous-estimé par de nombreux investisseurs, c'est une allocation intelligente du capital. Mais si vous trouvez une excellente entreprise qui se démarque, elle investira son excédent de trésorerie dans des rachats d'actions. Elle dépensera son excédent de trésorerie en dividendes. Ils dépenseront leur excédent de trésorerie dans des acquisitions complémentaires. Les acquisitions complémentaires consistent à acheter de petites entreprises qui ne profitent qu'à leur activité principale. Elles ne le font pas pour croître, mais pour bénéficier de leur énorme activité principale. Une allocation intelligente du capital par l'équipe exécutive peut faire ou défaire une excellente entreprise. Donc, à gauche, il y a ces attributs attrayants des machines à composer. Maintenant, nous abordons les attributs peu attrayants, des choses que nous voulons absolument éviter dans nos investissements. Tout d'abord, les entreprises qui participent à des réinvestissements risqués. Ils ont d'importants capitaux investis dans la recherche et le développement avec des retours imprévisibles sur ces investissements en recherche et développement. C'est l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique investit beaucoup d'argent dans le développement de nouveaux médicaments. C'est une entreprise à très haut risque. Ces nouveaux médicaments doivent passer par une série d'essais cliniques. Ils doivent être testés. Cela peut prendre jusqu'à 20 ans pour que ces nouveaux médicaments soient approuvés, à l'usage du grand public. Et puis, même après son approbation, il y a toujours de la place pour un procès ou une réprimande. Appelez. Ainsi, le risque dans le réinvestissement est un aspect important que je veux éviter. Je veux des entreprises qui, lorsqu'elles investissent dans le réinvestissement, c'est très prévisible. Ils connaissent le retour sur investissement avant de réinvestir. Costco sait presque exactement à quoi s'attendre lorsqu'il réinvestit dans l'ouverture de nouveaux entrepôts. Il dispose de 800 entrepôts de données pour le mesurer. C'est prévisible, c'est concevable. Ce n'est pas risqué. La prévisibilité du retour sur investissement est primordiale. En général, je préfère les entreprises qui n'ont pas besoin de réinvestir massivement pour générer de hauts retours. Maintenant, l'autre chose que nous cherchons à éviter. Ce sont des paris risqués ou des projets de prestige avec de fortes chances d'échec. L'allocation de capital par les dirigeants est une grande partie de la découverte d'une machine à composer. Vous confiez à l'équipe exécutive le soin d'utiliser cet argent judicieusement. Et j'évite les entreprises qui ont une utilisation indisciplinée des flux de trésorerie. C'est une caractéristique peu attrayante si l'entreprise accorde trop de compensation à ses employés et cadres. Nous avons tous vu des exemples de cela. Les entreprises technologiques UP, où ils paient leurs employés des centaines et des centaines de milliers de dollars en rémunération basée sur les actions et dans leur salaire. Des fêtes de travail incroyablement chic et extravagantes. Ils ont des célébrités à proximité du bureau. Ils essaieront de le justifier comme améliorant le moral. Retenir les employés, faire ce qu'il faut pour le talent de l'entreprise. Dans la réalité, c'est l'utilisation indisciplinée des flux de trésorerie par un dirigeant qui préfère dépenser l'argent pour ce dont il ou elle n'a pas besoin. Il ou elle veut le dépenser pour, plutôt que ce qui est le mieux pour l'actionnaire. Des entreprises comme S&P Global, Mastercard et Amazon. Card, Moody's et Intuit ont si bien réussi en partie grâce à leur culture. Leur utilisation continue et disciplinée des flux de trésorerie, ainsi que leur structure d'incitation, la rétention, les récompenses et leur coopérative. Culture. D'un autre côté, il y a de nombreuses entreprises dirigées par des exécutifs comme s'ils étaient dans un club de golf. Ils veulent dépenser l'argent pour eux-mêmes. Ils refusent de rendre l'excédent de trésorerie aux actionnaires, par des rachats d'actions ou des dividendes. Quand je classe la qualité des entreprises, c'est un grand désavantage quand une entreprise utilise de manière indisciplinée ses flux de trésorerie. L'autre attribut que nous voulons éviter est des flux de trésorerie imprévisibles. FLAC, économiquement sensible. Celles qui sont des institutions financières comme JP Morgan ou Bank of America sont si grandes maintenant qu'elles sont moins sensibles. Mais les petites banques régionales, petites entreprises de fintech, l'industrie pharmaceutique, les industries lourdes et la construction, tous ces secteurs sont sensibles à l'économie et connaissent de grands hauts et bas. Nous voulons également éviter les entreprises qui ont des flux de trésorerie imprévisibles car ce sont des produits discrétionnaires. Ou bien, ils vendent des biens durables de grande taille dont la durée de vie peut être prolongée en période difficile. Et pour finir, ce que j'aime éviter, c'est la structure d'actionnariat à double classe. Je crois que c'est un risque pour la gestion de l'entreprise. Si le propriétaire a une classe d'actions différente, qui a plus de droits de vote qu'il n'a de parts de l'entreprise, il a alors un droit de vote disproportionnellement élevé par rapport à sa propriété.
Cela signifie qu'ils ne sont pas aussi investis dans l'entreprise que les autres actionnaires, mais ils ont plus de droits de vote que tout le monde. Cela ne met pas en alignement les incitations de l'exécutif avec le reste des actionnaires. Ils devraient tous deux avoir une propriété proportionnelle de l'entreprise. Et le propriétaire, dans ces cas où il possède une part disproportionnément élevée, n'est pas redevable à la majorité des actionnaires. Casper réfère skillvellen, ce qui ajoute un risque supplémentaire. Donc, ce sont les attributs peu attrayants, les choses que je veux éviter. Mais au fond, c'est la feuille de triche pour une machine à capitaliser. C'est ce que je crois vraiment définir les meilleures entreprises du monde. Contre le pire. Les qualités que nous voulons avoir contre celles que nous voulons éviter. Maintenant, une fois que nous avons passé en revue une machine à composer, je passe aussi par quelques exemples spécifiques de certaines des mesures financières les plus importantes d'une machine à composer. Par exemple, la révolution. Le chiffre d'affaires. La ligne supérieure de l'entreprise est incroyablement importante. Nous devons rechercher des entreprises qui ont une forte structure de la croissance organique du chiffre d'affaires. Costco est une machine à capitaliser qui montre une croissance régulière des revenus principalement par des augmentations de prix. Augmentation du nombre de nouveaux clients et ouverture de nouveaux sites. AT&T, d'autre part, dont on peut voir le chiffre d'affaires juste là, n'est pas une machine à capitaliser. Sa croissance a été irrégulière et en grande partie due à de grandes acquisitions en dehors de son activité principale. Donc, à première vue, sous cette ligne de revenus, on pourrait penser que AT&T grandit. En fait, ils ont juste ces énormes sauts sporadiques. Eh bien, ce n'est pas vraiment précis. Si nous suivions une chronologie de ce qui s'est passé avec AT&T, ils ont fait différentes acquisitions. Ils ont acheté des choses comme DirecTV. Et ils ont acheté Warner Music. Média. Lorsque AT&T a financé ces accords, nous pouvons voir le lourd tribut que cela a imposé à l'entreprise. Nous pouvons d'abord regarder l'argent et la dette de l'entreprise. Coltrim montre l'argent ainsi que la dette. Maintenant, si nous nous débarrassions de la dette, l'argent est sporadique au fil du temps. Mais la dette est la vraie histoire ici. Regardez l'énorme montant de la dette. C'est considérablement plus que la quantité d'argent. Ils sont une entreprise fortement endettée. Mais où tout cela a-t-il commencé? Juste retour lors de cette première acquisition en 2006, boum, la dette a doublé. Et cela représente la dette à long terme, qui est plus risquée. Il ne la rembourse pas rapidement, il la conserve pendant une longue période. Remarquez que lorsqu'il contracte cette dette, il ne la rembourse jamais. Maintenant, la dette reste assez plate, puis boum, ils font une autre acquisition. Cette acquisition leur coûte encore plus de dettes, plus de paiements d'intérêts supplémentaires pour l'actionnaire, plus d'impôts sur les bénéfices futurs de l'entreprise. Ensuite, ils ont augmenté la dette de plus en plus, atteignant un sommet de 180 milliards de dollars. Cet énorme et impressionnant monticule de dette avec lequel l'entreprise doit composer. Ça sonne mal, n'est-ce pas? Ça semble ne pas valoir la peine à cause de la quantité de dettes qu'ils ont dû lever. Eh bien, ce n'est pas tout, ils ont également dilué l'actionnaire pour ce revenu. Si nous descendons aux actions en circulation, nous pouvons voir l'autre moitié de ce tableau. Chaque acquisition supplémentaire qu'ils ont réalisée a augmenté ce nombre d'actions. En fait, cela l'a presque doublé. Ils sont passés de 2 milliards à 3 milliards 500 millions de dollars. Puis ils sont passés de 4 milliards de dollars à 6 milliards de dollars. 6 milliards, ajoutant 2 milliards de dollars d'actions supplémentaires. Puis, lorsqu'ils ont commencé à racheter des actions, ce qui était la chose intelligente à faire, ils ont arrêté les rachats pour faire plus d'acquisitions. Augmenter constamment le nombre d'actions. Donc, quand on parle de croissance organique, on parle d'un concept très important. Je voulais essayer de montrer qui ont une croissance organique agréable et constante. La croissance. Pas une croissance irrégulière qui a été acquise par de grandes acquisitions qui coûtent cher en termes d'investissement et montant de la dette et avec le nombre d'actions. Costco est un exemple d'entreprise qui a connu cette belle croissance organique. Croissance. Quand je regarde l'histoire de Costco, ils n'ont quasiment fait aucune acquisition. Ils en ont fait quelques-uns vraiment très tôt. Mais presque toute leur croissance provient des augmentations de prix sur leur adhésion, en attirant plus de membres par magasin et en augmentant le nombre de magasins à l'échelle mondiale avec le temps. Cette croissance organique mène à un joli graphique de croissance, s'accroissant au fil du temps et, ce qui est le plus important, sans peser sur l'investissement. Costco, à cet égard, est l'exemple même d'une machine à composer. AT&T ne l'est pas. La prochaine mesure financière clé que nous pouvons examiner, celle à laquelle je fais attention peut-être plus que tout autre, est le flux de trésorerie disponible de l'entreprise. Et plus spécifiquement, le flux de trésorerie libre par action. Les machines à composer augmentent leur flux de trésorerie libre par action au fil du temps de manière stable et prévisible. D'autres entreprises comme Citigroup, ils ont des taux de croissance imprévisibles et faibles avec leur flux de trésorerie libre par action. Donc, en regardant l'historique d'une entreprise, cela est un indicateur de la qualité de l'entreprise. Et des entreprises comme Mastercard sont très difficiles à trouver. Des comme Citigroup, ils ont ce type de flux de trésorerie libre par action sporadique. Et vous pouvez trouver ces entreprises partout. On peut voir cela clairement illustré à travers différents exemples. Nous avons Visa ainsi que Mastercard. Nous passons au graphique du flux de trésorerie libre et nous regardons le flux de trésorerie libre par action. Le flux de trésorerie libre par action est un peu différent, car il prend en compte une certaine dilution de l'entreprise lorsqu'il rachète ou émet plus d'actions.
Ainsi, vous voyez combien de flux de trésorerie libre vos actions possèdent sur une base par action. Et Visa comme Mastercard. Les résultats ne sont pas parfaitement cohérents tous les jours. Ce n'est pas réaliste pour une entreprise qui a des dépenses variables et des impôts, mais avec le temps, vous pouvez voir la tendance. Il s'agit principalement d'une tendance générale constante à augmenter le flux de trésorerie libre par action. Et ces entreprises de très haute qualité le font à une vitesse très rapide. Au cours des 5 dernières années, elles ont augmenté le leur de 12% par an. Année. Cela ne prend pas en compte les dividendes, donc c'est un aspect supplémentaire du rendement. C'est juste la valeur intrinsèque de l'entreprise qui croît au fil du temps. Nous pouvons également regarder Costco comme un autre exemple d'entreprise qui fait bien les choses. D'accord, vous pouvez voir le flux de trésorerie disponible au fil du temps. Si nous filtrons par le nombre d'actions, cela semble similaire. Costco maintient leur nombre d'actions relativement stable tout en augmentant leur flux de trésorerie disponible. Et nous pouvons observer le flux de trésorerie disponible par action au fil du temps. Ce n'est pas parfaitement cohérent. Visa Mastercard présente un peu plus de prévisibilité ici, mais la tendance générale est visible. Sur la dernière décennie, cela est encore plus clair. Joueurs. Costco, dans l'ensemble, augmente son flux de trésorerie disponible par action de manière relativement constante. Les entreprises comme Citi, d'autre part, augmentent également leur flux de trésorerie disponible par action de manière relativement constante. Les institutions financières, les entreprises pharmaceutiques, les compagnies aériennes, elles n'ont aucune consistance avec leur flux de trésorerie disponible, ou leur flux de trésorerie disponible par action, même en se focalisant sur les 5 dernières années. Il n'y a pas de modèle ici. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de prévisibilité. Si vous achetez cette entreprise, vous n'avez aucune idée de combien d'argent vous gagnerez dans le futur. Donc, nous voulons trouver des entreprises qui ont le type d'historique dans cette métrique que Mastercard possède, ou quelque chose d'aussi proche que possible. Maintenant, le dernier exemple d'une machine à composer, une caractéristique que je vois semblable dans presque toutes, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation. C'est un facteur tellement important à considérer. Parce que lorsque vous envisagez d'acheter une entreprise, vous l'achetez sur une base par action. Vous possédez des actions de l'entreprise. Que l'entreprise rachète des actions ou en émette plus, cela a un impact énorme sur chaque indicateur par action. En particulier le bénéfice par action et le flux de trésorerie libre par action. J'ai ici 2 exemples. Nous avons l'exemple de Moody's, qui est une entreprise dans mon portefeuille. C'est mon dernier investissement. Je crois que c'est une véritable machine à générer de la valeur qui possède presque toutes ses qualités. Surtout le nombre d'actions en circulation qui diminue avec le temps. Moody's utilise son excédent de trésorerie pour racheter des actions, ce qui augmente son flux de trésorerie libre par action et le réduit à $1000 par action. Utilise le nombre total d'actions en circulation au fil du temps. D'autres entreprises comme celle illustrée ici, JetBlue, ils diluent les actionnaires en émettant plus d'actions pour acheter de nouvelles entreprises et payer les compensations en actions pour leurs pilotes coûteux et le personnel onéreux qu'ils doivent avoir. Parce qu'ils ont tous ces coûts et qu'ils n'ont pas d'autres moyens de les payer. Ils émettent continuellement de plus en plus d'actions. Cela peut augmenter la capitalisation boursière de l'entreprise, mais cela n'aide pas l'investisseur. Le nombre d'actions en circulation est si important à examiner. C'est vrai que certaines entreprises ont